Ça filme ? Ouais, ça filme. Beaucoup. Ok, c'est parti. Eh bien voilà, nous sommes réunis, Sarah Bagni et moi-même, pour bavarder un petit peu autour de choses qui nous intéressent, de l'île de Bie. Et on était en train de travailler un petit peu sur le terrain, où il y a des patates qui poussent. Ouais. Et on s'est dit, bah voilà, peut-être qu'on profiterait de cette époque où maintenant il y a une affiche qui a été collée sur les murs à Paris pour parler de mon dernier roman, L'île de Bie, donc on dit Bie et la béance des sens, que Sarah a lu et qu'elle a aimé puisqu'elle m'a contactée pour que nous en parlions et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Voilà Ouais. Sarah, donc je suis très contente d'être avec toi devant ta caméra. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Alors, l'île de Bie. C'est vraiment intéressant comme ce livre est venu dans ma vie. En fait, comment toi t'es venu dans ma vie, déjà, à la base. T'es venu dans ma vie parce que... Enfin, t'es venu. Non, c'est moi qui suis venue sur cette terre pour venir te voir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tombée sur une vidéo de Yuma lorsqu'elle donnait un TED Talk sur la danse et sur la manière... en fait, elle décrivait d'une manière qui m'a vraiment touchée comment elle envisageait la danse. Et c'était une période où j'étais assez... Comment dire, où j'avais besoin justement de tomber sur des gens qui parlaient de la danse et juste qui comment dire, qui incarnaient certaines choses. Et donc j'ai trouvé toi. Et c'est le TED Talk qui s'appelle Dance is a Key for Wisdom, quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, c'est en anglais, hein. Tous les TED Talks sont en anglais. Exactement. Et Sarah, est-ce que... Donc justement, c'était une période de ta vie comme ça. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu te situer Ouais, parce que c'est pas clair. Non, on n'en a pas parlé, donc te situer un petit peu. Moi, évidemment, je peux me situer juste un petit peu, mais comme sur cette chaîne, j'ai publié beaucoup de vidéos, donc Yuma Mudra, donc je suis auteure de ce livre, L'île de Bie, et aussi de La Voix qui danse, et la fondatrice de Dansa Duende Network. Et par ailleurs, je suis pratiquante et enseignante du tantra tibétain, du Vajrayana. Ouais. Alors, pour me situer. Du coup, pour me situer rapidement, j'ai grandi à Paris. J'ai vécu à Berlin pendant un petit moment. Et j'étais principalement dans le cinéma. Donc, je faisais pas mal de documentaires. J'ai fait de la décoration. Et, Décoration pour les films. Pour les films, exactement. Et en fait, j'étais du coup derrière la caméra, en train de créer des décors pour les autres. Et je pense que dans le processus, il y a une sorte de... Je me suis un peu évadée de mon corps. J'étais beaucoup dans les idées, beaucoup dans les images. Et donc c'est justement le moment où j'ai voulu, ou en tout cas dans le processus de me remettre dans mon corps, que du coup je suis tombée sur toi. Sur cette vidéo. Sur YouTube. Ouais, exactement. Okay. Et ensuite, l'île de Bie. Et ensuite, du coup, je suis tombée sur l'île de Bie. Et déjà, la couverture, elle est intéressante parce que en fait, quand j'ai vu la couverture, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce que j'ai lu. Et ce que je trouve fascinant, c'est ta manière de résumer. Enfin, c'est pas un très très gros livre. Et pourtant, je crois qu'à l'intérieur, il y a tout ce que, en tout cas, j'avais besoin de trouver à ce moment-là. Parce que tu évoques des sujets qui sont quand même... des sujets qui pourraient être graves, comme on dirait. Mais c'est simplement, en fait, l'introduction du livre. Et c'est là qu'après, tu ouvres tout ce monde
ou qui ne ressemble plus du tout à ce monde-ci. Et ouais, j'ai pu, je crois, m'identifier à chacun des personnages. Oui, donc Tria, Safi et Ariabi. C'est ça. En ce moment, beaucoup plus à Tria. Très bien. Au tout début, quand j'ai lu, c'était plus à Safi. Bah oui. Mais maintenant, c'est beaucoup plus Tria. Donc c'est intéressant aussi parce que du coup, maintenant que je passe cette phase où il y a un peu, je re-questionne un peu beaucoup tout, dans le livre, je trouve justement comme un mode d'emploi en fait. C'est comme un guide de survie presque. Tu penses que tu connais un extrait qui illustrerait ce que tu es en train de dire ici? Attends, je vais essayer de le trouver. Ça. D'accord. J'ai trouvé. Donc, je vais peut-être, excuse-moi, juste montrer. Donc, la couverture dont parlait Sarah, elle est là. Donc, la couverture est de Anna Nisler, mais les illustrations à l'intérieur sont différentes, sont en noir et blanc, de Pierre Delvincourt. Voilà, on ne peut pas les voir, mais quand vous acheterez le livre, vous allez les trouver. Et donc, elle a choisi le chapitre 7 qui s'appelle Initiation. Ouais. Ok. Alors. Bon, il est temps, pensa Ariabi, un beau matin en observant une Tria tout engourdie et perchée sur sa branche de caroubier. Descends de l'arbre, Tria, dépêche-toi. Ah ah, si tu arrives à me rattraper. Pour une vieille, Ariabi a filé vraiment vite. Alerte, Tria saute comme un fauve. L'adrénaline émoustille son instinct prédateur. Sans réaliser pourquoi, elle court, la voilà partie pour tuer. La vitesse lui procure une excitation qui ravive les couleurs du paysage. Elle accélère en descendant vers la plage. Où est la vieille? Ariabi qui, un instant plus tôt, courait devant elle, crie à tue-tête jusqu'à derrière elle. La vieille ravie la nargue en sautillant comme un enfant joyeux, tout en la bombardant de gros cailloux. Ce n'est pas logique. Tria vient de parcourir le même sentier sablonneux sans la quitter de vue. Une jetée de pierre la blesse au front, une autre lui frappe méchamment le mollet, elle saigne. Bigleuse, Tria, retourne-toi. Je suis derrière toi. Tu cours après qui? Furieuse, Tria démarre de plus belle, mais un phénomène étrange l'empêche d'avancer. Ou plutôt, elle accélère sans que le paysage ne change. Sous ses pieds, le sentier roule en arrière. Tria court sur place, plantée au même endroit. Ariabi s'esclave à 10 mètres, seulement, en la provoquant. Tria a beau courir, elle n'avance pas. La scène dure, Tria s'essouffle, mais elle s'acharne en suant jusqu'à l'épuisement. Soudain, Ariabi a disparu. Tria hurle de rage avant de trébucher. Étalée sur le sable, elle halète en fixant le ciel sans rien voir. Un oiseau se pose sur une branche au-dessus d'elle, la tête inclinée sur le côté pour la regarder d'un œil. Ça ne peut pas durer. Un rayon pénètre dans sa tête ballante comme une fenêtre brisée, laisserait souffler le vent glacial à l'intérieur. Prise d'une légère nausée, elle perd connaissance. En revenant à elle, l'eau salée recouvre tout son corps en la faisant tousser plusieurs fois avant de se retirer. Tria boit la tasse, mais je ne suis pas tombée ici. Accroupie près d'elle, Ariabi lui sourit gentiment de haut, comme si rien ne s'était passé. Elle lui caresse le visage pour essuyer le sang et l'aider à se relever. Tria se sent pleine de lumière. La fraîcheur d'une brise saline semble agréable sur sa peau, alors qu'une envie de rire terrible monte dans son corps. Toute sa colère s'évapore. D'un coup, Ariabi lui parle doucement. Il est temps de nous présenter. Viens, nous allons monter, juste toi et moi, de l'autre côté de la montagne. Je vais te montrer mon ancienne cachette. Où est sa fille? Où est ma fille? Tout va bien. Sa fille est dans la grotte de l'eau. Il faut la laisser s'entraîner. Le sentier monte depuis la plage vers le rocher plat en passant devant la grotte de l'eau. Tria tressaille en reconnaissant la voix de sa fille qui chante à l'intérieur. Le son résonne contre les parois rocheuses de la caverne. Une lueur couleur de vermeil éclaire la grotte à son entrée. Elle apprend à parler. C'est pour son enfant. Fais semblant de ne rien remarquer, Tria. Il faut la laisser s'entraîner.
Triya est épuisée, mais elle ne peut s'empêcher de suivre Aryabi. Sa colère monte de nouveau parce qu'elle veut rejoindre sa fille. Viens, allons-y tranquillement. Aryabi a raison. Triya le sait. Son orgueil est tombé sur la plage, là où elle a chuté. Elle se sent relativement bien pour une fois. Les fleurs embaument le chemin cuit par le soleil. Il est temps qu'elle accepte son destin. Les deux femmes montent en silence. Aryabi avance sans laisser de traces. Elle ne s'essouffle pas. Comment est-ce possible de ne laisser aucune trace, pense Triya. Les animaux suivent Aryabi comme d'habitude. Parfois, elle se retourne pour parler avec Triya en marchant en reculant, sans inconvénient. Un grand oiseau bleu la précède et se pose parfois sur sa tête. Elle crache de temps en temps sur le côté des herbes mastiquées. Des insectes s'empressent de butiner cette mixture dont ils raffolent. Sache, Triya, que je les nourris par la pensée. Je te montrerai, tu me remplaceras un jour. Ne cherche pas à tout expliquer. La vie est un souffle qui se passe de raison. La cause produit un effet correspondant. Les lois sont infaillibles, mais elles changent en fonction des fréquences sur lesquelles tu te branches. Cependant, tout a du sens pour celle qui devient sujet de son incarnation. L'important, c'est de choisir correctement parmi les options de ta petite perception. Alors apprends à filtrer et cesse de projeter. J'arrête là. D'accord. Et garde la page, c'est intéressant parce que, tu vois, c'est vraiment intéressant que tu proposes ça, parce que quand j'ai commencé à parler avec toi, j'aurais jamais imaginé que tu aurais choisi ce passage. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Oui. Et en plus, c'est intéressant de t'entendre le lire, parce que pour moi, c'est un retour très différent, si tu veux, du texte, puisque je le connais quand même assez bien. Je suis repassée sur ce texte plein de fois. Et tout d'un coup, je l'entends dans ta bouche, et c'est comme si je voyais le film, quoi, parce qu'il est très imagé, ce texte, quelque part. Donc moi, ce que j'aimerais te poser comme question, puis ensuite je veux bien commenter un petit peu, ça sera bien pour notre petit film de parler de ce passage. C'est qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans ce passage? C'est un défi, hein, en tout cas, et c'est vrai que c'est un moment charnière du livre, parce que c'est le moment charnière où Aryabi, qui est la vieille dame de 84 ans, donc j'explique un petit peu juste pour les personnes qui pourraient regarder notre conversation. En fait, les trois femmes qui sont sur cette île, elles ont environ 28 à 30 ans d'écart d'âge, parce que j'ai voulu prendre des cycles de Saturne. Donc j'ai voulu les mettre sur des cycles de Saturne écartés d'une génération, d'un cycle de Saturne entier, tout le temps que Saturne prend pour faire le tour. Donc une des femmes, sa fille, a 28 ans. Je ne me souviens plus de l'âge précis, mais je pense que c'est 28 ans. L'autre aura 54, quelque chose comme ça, et Abby a 64, ou quelque chose dans ce genre, hein, les âges. Et donc à ce moment-là, la dame la plus âgée va provoquer la femme qui s'appelle Triya, et qui est une guerrière, pour un petit peu bousculer ce qui se passe entre elles, et pour que ça passe à une autre étape. Voilà. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a touché. C'est vrai aussi que c'est intéressant pour moi que ça te touche, parce qu'en fait Triya est une femme de sagesse, mais elle choisit dans ce cas-là d'être agressive, en fait. Et donc ça, c'était intéressant, parce qu'elle ne choisit pas d'être agressive pour faire du mal à l'autre femme, mais au contraire pour la sortir justement de son agression d'une façon magique, puisque Triya n'arrive pas. D'habitude, Triya est une femme guerrière qui arrive toujours à vaincre son ennemi, mais avec la vieille dame, elle n'arrive pas, puisque la vieille dame est magicienne. Pourquoi j'ai choisi ce chapitre? Parce que, en fait, c'est comme si je les entendais, toutes les pensées de Triya, à ce moment-là, en ce moment. Ah, d'accord. Et c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut, en fait? Qu'est-ce qu'il faut pour arrêter tout ça? Est-ce qu'il faut qu'on m'assomme? Est-ce qu'il faut que... je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Et il y a aussi cette idée où, une fois qu'on se rend compte, ou qu'on a l'expérience concrète du miroir dans lequel on est, moi,
l'impression que j'ai eue, c'est qu'on peut vraiment devenir fou, quoi. Si on ne sait pas comment appréhender ce miroir. Et oui, je crois que c'est pour ça que j'ai choisi ce chapitre. Parce que c'est comme une pause, enfin, c'est... Parce qu'elle le dit, mais Maria, c'est le moment où elles se rencontrent, enfin, toutes les deux. Ou comme si, voilà, Tria a vécu son enfer, un peu, justement, même sur l'île, qui est censée être la fin de l'enfer. Et que là, il y a vraiment une rencontre où on voit, ok, maintenant c'est bon, c'est fini. On va s'occuper de ça, ou tu vas t'occuper de ça. Et voici les outils. Et c'est là aussi où elle découvre la pièce où elle va pouvoir justement se retrouver, où Tria va pouvoir commencer à faire son travail interne. Donc ouais, c'est un peu comme la pause, enfin, la fin et le début, et aussi la pause des pensées, quoi. Parce que ce qui se passe aussi dans le cas de Tria, c'est que comme c'est une guerrière, elle vit très mal l'absence d'action sur l'île. Parce qu'en fait, la problématique du paradis, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et donc c'est l'enfer. Et l'enfer de Tria consiste justement à ne pas être en train de faire. Parce qu'elle n'a trouvé quelque part une sorte de... C'est pas une solution, mais c'est plus un soulagement. Le seul soulagement qu'elle a trouvé dans une époque où l'humanité qu'elle a traversée, hein, où l'humanité était dans un drame général, une espèce de drame où les gens se sont dressés les uns contre les autres, et elle a pris à cœur de sauver sa fille. Donc la fille qui l'accompagnait, c'est sa fille qui s'appelle Safi. Hein. Et donc elle est devenue guerrière, et les seuls moments où elle a vraiment trouvé le soulagement, c'est justement par l'action guerrière, parce que pendant l'action guerrière, elle est tellement concentrée, one-pointed mind, elle est tellement comme une file d'un sabre, qu'à ce moment-là, elle n'a plus la perturbation qui viendrait des pensées, des jugements, de la dualité ou même des émotions. Donc elle ne connaît pas un autre paix que celle-là, elle connaît que cette paix-là. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'elle est sur une île qui est paradisiaque, pour elle c'est l'enfer. Et donc ça m'a beaucoup intéressée personnellement, de voir que l'enfer ou le paradis, c'est pas tellement quelque chose qui dépend autant du lieu qu'on le pense, mais beaucoup plus de la façon dont on est en train d'expérimenter la situation et le lieu. Et elle a besoin de faire. Et comme Ariabi est une femme de sagesse, elle sait parce qu'elle sent. Parce qu'en fait, Ariabi ne réfléchit pas, elle sait directement sans réfléchir, elle fait juste la chose qu'elle ressent, parce qu'elle n'est pas... Ariabi n'est pas une vieille dame qui pourrait douter d'elle-même, parce qu'elle sait qu'elle n'attend rien de Tria, elle ne veut rien en tirer, elle ne veut pas lui faire de mal, mais elle ne veut pas non plus que Tria devienne quelque chose de spécial. Elle veut juste lui apporter quelque chose, ce qu'elle peut lui apporter spontanément. Et elle sait d'abord, pour commencer, que Tria a besoin d'être sur l'action. Donc en fait, elle l'a fait courir. T'as vu, elle lui lance des cailloux, elle l'a fait saigner, elle l'a fait courir, elle la met dans cette fibre que Tria aime en fait. Parce que Tria aime poursuivre l'ennemi et le tuer. Parce qu'elle a pris goût à ça en fait, en réalité. Même si elle n'avait pas envie de prendre goût à ça, elle y a pris goût justement parce que dans ces moments-là, son esprit est en paix. Et donc elle est plus sur on va dire sur une fibre martiale par rapport à son chemin, et plus associée généralement au masculin. Et alors que Ariabi a plutôt développé une paix, au contraire, dans la jouissance quelque part de son rapport à la vie. Donc elle a beaucoup plus... pris le chemin de la danse, et ensuite aussi de la jouissance du rapport à la vie. Et elle voit bien que Tria a besoin de bouger, de faire justement. Pour sortir de l'enfer, elle a besoin de faire. Et donc il va falloir qu'elle associe l'action, le faire, le geste, donc la danse quelque part entre guillemets, à un processus de libération, au lieu que ce soit un processus d'efficacité de la destruction, ce qui était son cas jusqu'à là. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis le début, Tria résiste à son envie de tuer la vieille dame. Elle ne la tue pas parce qu'elle sent bien que ce ne serait pas juste. Parce que Tria, malgré tous ces obstacles, elle est fidèle à son cœur quand même, malgré tout.
Même si c'est un peu dangereux. Comme tu disais, on devient fou, quoi. Mais l'île lui fait tellement de miroirs que tout d'un coup elle voit, comme tu l'as bien expliqué, toute l'horreur qu'il habite, parce qu'en fait toute cette horreur qu'elle a vécue, elle ne l'a pas digérée et elle n'a pas non plus réussi à transcender ce qu'elle a vécu. Mais elle sent qu'elle peut le faire. Et c'est là qu'Ariabi va vraiment l'encourager à faire confiance à sa capacité, parce qu'en fait tu vas voir que pendant tout le livre qu'en fait Ariabi ne va jamais vraiment interférer, elle va toujours la laisser se débrouiller en fait quelque part, elle va juste la provoquer ou la titiller ou tout d'un coup lui enlever le tapis de sous les pieds, ou parfois elle va la choquer, elle va faire quelque chose de choquant exprès pour la bousculer un petit peu, mais elle ne va jamais lui dire fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, sauf à la fin quand Tria veut être initiée à la capacité de nourrir par l'esprit les animaux et les plantes. Donc ça c'est un moment intéressant parce qu'une fois que Tria tombe, c'est là que tout d'un coup, c'est parce qu'elle tombe qu'elle peut se relever autrement. Elle va trouver une autre verticalité. Donc elle passe à l'horizontale, et là elle voit l'oiseau, et l'oiseau il la regarde d'un côté comme ça, comme ils font les oiseaux, tu sais. Et c'est la première fois en fait qu'un animal la regarde, parce qu'il y a beaucoup d'animaux sur cette île, mais les animaux la fuient parce qu'ils savent qu'elle est dangereuse, donc ils ne veulent pas s'approcher d'elle. Et elle s'est bien rendue compte que les animaux ne l'approchent pas. Et du coup, c'est la première fois qu'un animal qui tout d'un coup lui fait un clin d'œil en fait, quelque part. Tu vois. Je trouve ça aussi intéressant que c'est justement la chute vraiment qui où il y a justement son ego aussi d'une certaine manière qui enfin tombe et elle se relève et elle sait pas vraiment ce qui va se passer mais elle se sent plus légère quoi, parce que c'est parfois tu as vraiment besoin de... Elle lâche prise. Elle lâche prise parce que c'est ce qu'elle doit faire, mais elle peut pas lâcher prise par le dire je vais lâcher prise. Elle a besoin de lâcher prise en s'épuisant. Elle a besoin de se fatiguer. Et c'est aussi intéressant, j'ai trouvé cette notion, comme tu disais, de paradis en fait, parce que maintenant tout le monde a cette image, on court tous après cette image du paradis, mais la question c'est, en fait, oui d'accord, mais le paradis peut être là maintenant tout de suite, est-ce que si au moment où tu vas arriver au paradis, tu vas vraiment savoir sentir le paradis? Oui, bien sûr. Puis le paradis, c'est un concept. Oui, bien sûr. Donc, en même temps, le concept, c'est aussi un symbole. Ça représente quelque chose. Mais en réalité, quand on est dans des circonstances qui sont très parfaites, très harmonieuses et très belles, très souvent, on a la difficulté d'abord de l'ennui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comprendre que l'ennui, c'est la porte de la pleine conscience en réalité. Donc on croit que la pleine conscience, c'est quelque chose qu'on doit faire, alors que pas du tout. C'est au contraire l'ennui qui va nous apporter la capacité de retrouver le temps long, le temps long à l'intérieur d'une seconde. Qu'on retrouve aussi effectivement dans un entraînement artistique. Si quelqu'un s'entraîne de tout cœur et de toute son âme profondément, il va trouver aussi ce temps long à l'intérieur du temps court, et donc la relativité du temps et de l'espace à l'intérieur du temps et de l'espace. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que des fois, quand tout est parfait, tout est merveilleux et tout est magnifique, des fois on a aussi la tendance à se juger soi-même et à ne pas se sentir à la hauteur. Et donc ça va être aussi un défi, c'est qu'à un moment donné, on se trouve dans un lieu magnifique, avec des gens magnifiques ou avec quelque chose de merveilleux, et on ne se sent pas à la hauteur. Et donc, tous ces éléments-là, c'est une espèce de symbole, si tu veux, de mon point de vue en tout cas. C'est un symbole du fait que nous-mêmes... nous aimerions que les personnes se comportent de façon parfaite ou nous traitent de façon parfaite ou soit comme nous pensons que le monde devrait être pour que ce soit harmonieux et que ce soit pas seulement harmonieux mais je dirais même à la hauteur du potentiel de l'être humain. Mais rarement on se rend compte qu'en fait c'est nous-mêmes qui ne sommes pas à la hauteur de nous-mêmes.
Et donc, il ne s'agit pas tellement qu'on devrait devenir parfait, il s'agirait plutôt qu'on devrait trouver notre véritable nature. Donc, tout ce livre, en fait, il propose de trouver sa véritable nature. Et c'est un énorme défi parce que ça remet en question toute notre haine, toute notre jalousie, toute notre rancune, la rancune. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il y a un travail sur les émotions dans cette histoire qui est énorme. C'est un parcours de l'héroïne. Ce sont des héroïnes, ces trois femmes. Pas parce qu'elles ont traversé l'enfer humain sur Terre, mais parce qu'en fait, elles ont transcendé leur propre enfer. Et donc, c'est ça qui est vraiment ma proposition. Et c'est grâce à ta présence que je dis ça. Je n'avais jamais dit ça avant. J'aime bien. J'aime bien ce truc. C'est pas mal. Merci. Voilà, Sarah. Merci, Oma. Alors, tu veux profiter de notre petit film pour ajouter une petite chose. Il y a notre petit chat qui est venu se mettre à côté de nous. Ouais, c'est ça. Enfin, notre grand chat. C'est-à-dire, à quoi tu penses? Non, je ne pense à rien. Je pensais à rien. C'était juste pour emmener petit à petit une conclusion. Ou... Non, moi, ça y est, tu m'as lancé, donc du coup, j'allais parler du mot aussi. Oui, je t'en prie, vas-y. Principalement pour le personnage de sa fille, en fait. Parce que tu parlais justement de transcender aussi la rancune. Oui. Et qui sa fille... Enfin, l'histoire de sa fille, elle est quand même... Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense que... C'est-à-dire que sa fille se fait violer, en fait. Donc voilà, sa fille se fait violer. Elle est enceinte du viol. C'est ça, mais elle, c'est un peu ce qui a permis... comment on peut dire ça? Son ravissement, en fait. Oui, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que la perception que sa maman a du viol et la perception qu'elle a eue de ce qui s'est passé pendant ce viol, qui est très très particulier, très aussi symbolique, mythologique si tu veux. Hein. C'est presque comme les viols mythologiques dans la mythologie grecque. Elles ont des perceptions différentes de ce qui s'est passé. Et donc sa fille, elle, a commencé à vivre à partir de ce moment-là. Alors que quelque part sa mère est restée coincée. Ouais, c'est encore, enfin c'est un peu ce dont on parlait aussi, c'est comment à partir de ces blessures en fait, ou aussi de ce qu'on pourrait percevoir comme des blessures, tu retrouves encore une fois ta vraie nature, quoi. Et je pense que ça va être assez important ces temps prochains, quoi. Oui, en fait, je crois que c'est très très important de faire confiance en sa propre capacité humaine de transcender nos traumatismes et nos blessures parce qu'elles ont la consistance de leur forme physique. C'est-à-dire qu'elles ont pris forme dans notre corps, elles ont pris forme dans notre esprit et très souvent les discours qu'on a autour des choses vont fortifier une croyance dans aussi la souffrance qu'on ressent. Donc d'un côté, il y a une souffrance réelle, qui d'ailleurs peut être très différente d'une personne à l'autre et qui peut avoir lieu pour des raisons très différentes d'une personne à l'autre. Mais il y a aussi le fait que quelqu'un, en fait, souffre encore plus quand on l'a... convaincu que ce qu'il a vécu était incurable. Donc c'est comme quelqu'un qui a un cancer qu'on lui dit vous allez mourir et en fait très souvent la personne elle va mourir déjà rien que parce qu'on lui a dit ça. Comme il y a des gens qui sont morts de faim au bout de 3 jours sans manger, hein. Donc normalement on meurt pas de faim au bout de 3 jours et il y a des gens qui sont morts de faim parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient mourir. Il y a des gens qui sont morts dans un frigo parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient congeler mais en fait le frigo était éteint. Enfin, il y a des choses comme ça, elles arrivent. Vraiment, ça existe vraiment. Et un autre exemple à l'envers qui est très choquant, mais qui est réel, que j'ai vu, hein, il y a un film, je ne sais plus malheureusement le nom du film, mais c'est un film très intéressant. Je pense que ça commence par un S. C'est le nom d'une ville en Macédoine, je ne sais plus dans quel pays, mais c'est une ville qui est habitée que par des gitans. On peut retrouver ce film en faisant une recherche peut-être. Et donc cette ville où il n'y a que des gitans est assez particulière parce que tous ces gitans, c'est réel, hein, c'est une histoire vraie, donc tous ces gitans ont une caractéristique entre eux, donc ils sont sédentaires, hein, ils se sont installés là, c'est qu'ils sont tous champions de quelque chose.
Donc le type, je crois que c'est un Hollandais, il a fait un film sur ces gitans, c'est un film très drôle. Et chaque personnage de ces films, ils sont champions de quelque chose. Donc il y en a un, il est champion de faire l'amour à sa femme tous les jours avec de l'huile d'olive. Donc il présente un bol d'huile d'olive à la caméra. Il dit, moi, bon, il doit avoir déjà 75 ans, tu vois. Il est vieux, quoi. Et puis il dit, moi, tous les jours, sans faute, je fais l'amour à ma femme, je suis le champion. Et puis il y en a un autre, il est champion parce qu'il a le plus de cassettes turques, je crois. Ou turques, un truc comme ça. Donc il y a personne n'a autant de cassettes turques que lui. Et donc tu vois tous ces gens comme ça, tu te dis waouh, c'est complètement hallucinant ce machin. Et puis arrive un homme qui est très folle comme ça, tu vois, une folle quoi, un homme homosexuel habillé en femme. Et qui dit, et moi je suis celle qui a le plus de vêtements et j'ai plein de jupes. Et puis il raconte son histoire et puis il te dit, mais moi quand j'étais petit, mon oncle est rentré, il m'a violée, j'ai adoré ça. Et depuis je suis comme ça. Et moi, je regarde ça et je dis, waouh, il n'y a que les gitans pour nous donner une leçon pareille. C'est quand même quelque chose. C'est que ce type, il est sincère et effectivement, il est sur sa balançoire. En plus, ils l'ont bien filmé, tu vois. Et tu te dis à un moment donné, mais moi, il court-circuite mes croyances, mes concepts. Enfin, moi, peut-être pas, mais en tout cas, c'est vrai que j'en ai pas tellement. Mais quand même, je sais bien que normalement, ce qu'on voudrait que je pense, c'est pas ça. Tu vois, normalement, lui, il devrait être très très mal, tu vois. Et en fait, tout d'un coup, moi, j'ai toujours aimé. Il y a plein d'oiseaux, là, maintenant, tout de suite, qui volent dans tous les sens. Waouh. Et ça court-circuite. Je t'écoute, hein, oui. Ça court-circuite à ce moment-là. Attends, ça a coupé. Ça a coupé ouais. Depuis longtemps? Bon, non, en fait, ça a duré 30 minutes. Ça aurait été bien qu'il y ait le son. Non, il y a le son. Ah, d'accord. Et maintenant, il y a le son encore? Ouais. Bah, continue, il n'y a pas de problème. Ouais. Parce que j'ai des idées, de toute façon. Ouais. Bah, du coup, je reprends. Ouais. Donc, je termine juste ce que je disais sur... Je peux? Attends. Ouais, tu peux. D'accord. C'est dommage, on n'a pas eu les oiseaux. Bon, on a eu le son, les oiseaux. Non, on a eu le... Oui, le commentaire, mais c'est incroyable, quand ils se mettent tous à courir comme ça. Regarde ça. Waouh, c'est beau. Ouais. Donc ce gitan dont je parlais, hein, qui témoigne de son homosexualité et du fait qu'il avait été violé par son oncle et qu'en fait il avait adoré ça. Donc il n'y avait pas une notion de traumatisme ou d'abus parce que lui-même ne l'avait pas. Ouais. Et comme du coup il ne l'avait pas, voilà, personne ne l'avait autour de lui apparemment, je ne sais pas. Mais ce qui était surtout intéressant pour ma part, c'est de sentir qu'à un moment donné, on te court-circuite. Et c'est un petit peu ce que j'ai eu envie de réussir avec l'île de Bie. C'est qu'on court-circuite un peu notre fixation intellectuelle sur comment les choses doivent être, doivent pas être. Bien sûr, hein, je suis bouddhiste, donc mon idéal, ce n'est pas de créer quelque chose qui soit de la souffrance, ni pour moi-même, ni pour les autres. Bien sûr, c'est toute la voie du Bouddha. Mais en réalité, la profonde nature de l'esprit humain, elle est détendue, elle est drôle, elle est humoristique. On ne peut pas être rigide tout le temps dans le jugement et la moralité, et c'est pas bien, et c'est bien, et toute cette histoire de comment on voudrait que tout le monde pense de la même façon, c'est impossible. Et tout d'un coup, tu vois que ce type, en fait, quelque part, il s'épanouit de cette façon-là et il fait de mal à personne. Et il est content avec ses robes et ses jupes. Et tout le monde trouve qu'il est le champion de ça. Tu vois. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la proposition d'un moment donné, se dire, mais est-ce que je suis capable de parfois avoir un rapport aux choses où je ne les conceptualise pas, je ne les mets pas dans une petite boîte, que ça a forcément ce sens-là pour toujours. Parce que au fur et à mesure que les jours passent, que les années passent, que les nuits passent, que les rêves passent, en fait on évolue. Ouais. On découvre même que des fois une chose elle veut dire oui et non, elle veut dire blanc et noir. Oui, et aussi se poser la question de quelles sont mes croyances. Enfin, je veux dire, oui, juste les remettre en question toutes, quoi. Et ouais, parce que tu as plein de choses en fait qui t'appartiennent pas. Enfin, tes croyances, elles t'appartiennent pas en général. Donc, en général, n'appartiennent à personne. C'est juste une construction. Ouais. Mais c'est vrai que nos traumatismes reposent beaucoup là-dessus.
parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'ai été abusée très, très, très violemment par un homme pendant plusieurs années, qui a été très violent avec moi, et je pense que c'est parce que j'ai vécu déjà depuis l'enfance, j'ai été témoin de ça par rapport à d'autres personnes dans ma famille, et donc du coup, voilà, moi, ma première relation était comme ça, et c'était un homme qui, d'après les commentaires qu'on entendrait sur YouTube ailleurs, serait, je sais pas moi, un pervers narcissique, un truc dans le genre. Mais au fond, moi, je ne le sens pas comme ça. Parce que je l'ai aimé, j'étais amoureuse de lui, et ma guérison est passée par le fait que j'ai compris que c'était lui qui souffrait. Elle n'est pas passée par le fait que tout d'un coup, j'en ai fait de lui un horrible démon. Et du coup, bien sûr, de beaucoup d'autres personnes qui lui ressembleraient, tu vois. Moi, ma libération, elle est passée par le fait que dans ma pratique, dans mes retraites, dans le bouddhisme, d'abord j'ai réussi à me libérer de lui par moi-même, c'est vrai. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'était fini. Donc ça, c'était la première chose, c'est que j'ai compris que j'avais ma responsabilité dans mon rapport à cette personne. Et à partir du moment où ça a changé à l'intérieur de moi, ça a changé à l'extérieur. Mais bien sûr, c'est facile à dire. Ça n'arrive pas toujours. Ça m'est arrivé par miracle. Et plusieurs fois dans ma vie, ça m'est arrivé. Tout d'un coup, ça bascule, ça change, et quand ça fait clac, ça change, et ben, l'autre aussi, il ne me traitait plus de la même façon, parce que je l'ai revu, il aurait pu me tuer, il aurait pu me taper, il n'y avait personne, et il ne l'a pas fait. Parce que j'étais devenue, je n'étais plus dans le même... Je n'étais plus sur la même longueur d'onde. Plus sa victime. C'était plus possible. Et ça a été un enseignement pour moi. J'avais que 15 ans. Hein. Non, à l'époque où je l'ai quitté, j'avais plus 17 ans. J'avais 17 ans. Mais ça a été un enseignement pour moi, parce que tout d'un coup, j'ai vu qu'en fait, c'était moi qui étais forte, c'était pas lui. Et c'était très étrange. Parce qu'en fait, j'avais toujours cru que lui, il était fort. Tu comprends? Parce qu'il me tapait, il m'obligeait, il me disait fais ci, puis quand je le faisais, il voulait pas ça, et finalement, il cassait tout. Enfin, c'était vraiment l'enfer. Hein. Là, c'était vraiment vivre l'enfer, quoi. Un homme qui aurait... Finalement, il m'aurait tué si j'étais restée. Hein. Il en était... C'était de plus en plus fort, donc il allait finir par me tuer. Ou l'inverse, on va savoir. mais la guérison par rapport à ça, ça a été vraiment un processus de comprendre à quel point il faisait partie de ma vie, parce que j'avais quelque chose dans cette expérience avec lui qui m'emmènerait à mûrir et à comprendre en profondeur le dharma, la sagesse. Je ne dis pas que j'ai compris le dharma et la sagesse, mais je dis que l'expérience difficile m'aide à transcender en fait ma propre limitation, ma propre identification à la souffrance. C'est ça qui est le plus important, ma propre identification au phénomène de la souffrance. Et donc c'est vrai que c'est un message qui est assez difficile à transmettre, assez difficile qu'il soit entendu. Moi je suis super contente que toi tu l'entendes, parce que s'il y a déjà une personne, c'est déjà bon. Voilà. Ok, c'était... Il y a beaucoup de choses là. Oui, hein. Et ben voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Il a aimé notre jingle. T'as vu hein, qu'il est venu s'asseoir à côté de nous? Attends. Parce qu'il se dit, il se passe quelque chose. Il se met à côté. Attends, je vais filmer Jigme. Ah oui, t'as raison. Bah c'est lui Jigme. Voilà, c'est Jigme, il a assisté à toute la conversation. Il est venu exprès quand on a commencé. Ça. Il fait témoin. Il fait semblant de dormir, mais en fait il enregistre tout. C'est lui l'enregistreur en fait.